Bonjour Caroline. Bonjour Isabelle. Alors, je suis contente de te retrouver pour l'investigation numéro 232 du département d'investigation de la team Griffasie. Plusieurs pays participent à ce protocole avec quelques questions selon un ordre déterminé, commun à tous les pays, pour pouvoir dépouiller ensuite les réponses et voir ce qui en ressortira avec une fréquence importante. Ensuite, il y a une partie de questions libres où au cours de laquelle je pourrais approfondir les réponses que tu auras données dans la première partie. Tu es prête? Oui. Tu me confirmes que tu ne connais pas le sujet de l'investigation? Oui, je te confirme ne pas connaître le sujet de cette investigation et c'est avec joie que je me réjouis de faire cette investigation avec toi. Ça marche. Alors, tu m'as demandé un décompte de 5, donc on va faire un décompte de 5. Je te laisse prendre une profonde respiration. Tu laisses ton corps se détendre. Tout au long de l'investigation, tu te laisseras guider par ma voix, uniquement ma voix. À chaque chiffre du décompte, tu iras un peu plus en profondeur. 5, 4, un peu plus profondément. 3, 2, 1. Tu es prête? Oui. Pendant que je compte de 1 à 3, observe et compare l'ADN physique des personnes qui vivent ou ont vécu le plus longtemps au monde. Et à 3, dis-moi ce que tu perçois. 1, 2, 3. Que perçois-tu? Alors dans l'ADN physique des personnes qui ont vécu le plus longtemps au monde, je perçois une multitude de brins d'ADN. Il y a plus que 3 brins d'ADN. Ces brins d'ADN sont colorés avec une dominante de rose et un soupçon de jaune. Sont des fréquences très particulières qui ne se retrouvent pas dans ceux qui ont vécu moins longtemps. Voilà ce que je capte. Autre chose? Non. D'accord. Compare maintenant les mêmes ADN d'un point de vue métaphysique et dis-moi quelle information tu captes à mon 3. 1, 2, 3. Alors, il y a le mot direction, manager, supérieur. C'est plus qu'un mot, c'est une fréquence de prise de hauteur par rapport à des décisions. Avec une intuition qui est reliée à cette fréquence de décision. D'accord. Ce n'est pas tout à fait de la puissance,
de la supériorité, mais plutôt la décision. La décision qui implique une action derrière. Autre chose? Non. D'accord. Seul environ 1% de l'ADN est constitué de gènes codants pour des protéines. Les 99% restants non codants est appelé ADN poubelle. Qu'en perçois-tu? Sur les personnes qui vivent plus longtemps, ce n'est pas tout à fait ce qui les caractérise. Le pourcentage d'ADN poubelle est inférieur à celui qui est proposé. C'est comme s'il y avait plus de connexion à certains programmes pour pouvoir également augmenter la longévité. La longévité, particulièrement par l'oxygénation cellulaire qui est programmée différemment, avec les alvéoles qui vont au niveau des poumons, qui sont activés plus fortement. D'accord. Grâce à certains codages. Autre chose? Non. Ok. Regarde l'ADN non codant d'un point de vue métaphysique et dis-moi ce que tu perçois maintenant. Je perçois une série de spirales. C'est une fréquence très douce, très calme, plutôt colorée en vert, plutôt sur la fréquence d'un chiffre 8. Tout cet ADN vibre également à la fréquence de l'eau, à la fréquence de l'infini, de tout ce qui est immensité. Immensité de la vie. Comme l'immensité de l'eau face à un être humain, c'est pas vraiment de début, pas vraiment de fin. C'est la même image pour ce type d'ADN. Tu veux rajouter quelque chose? Non. D'accord. Une partie de l'ADN non codant est constituée par les télomères. Observe les télomères et leur fonction appelée télomérase par rapport aux deux plans, physique et métaphysique. Que perçois-tu? Plus la télomérase est forte, plus l'énergie vitale est forte. Et lorsqu'il y a des conditions de vie, des conditions de stress, des fréquences de la Terre, une oxygénation cellulaire diminuée se présente, ça a un impact direct au niveau des télomères dans l'être humain. Que ce soit ces énergies yin, yang, quelles que soient les énergies qui circulent dans l'être humain, elles sont affectées par différents paramètres extérieurs et plus la qualité des télomères est élevée, plus leur vitalité à ces êtres vivants est élevée. Tout est toujours une question de fréquence et de point de vue fréquentiel, tout ce qui est autour de l'humain, de perception des fréquences également.
de ressenti très très fin des fréquences à un niveau infiniment petit, plus petit que la cellule, plus petit que les mitochondries. Autre chose? Non. D'accord. Une découverte importante concerne les cellules HeLa, une lignée de cellules cancéreuses du col de l'utérus qui, grâce à des mutations cellulaires, survivent et continuent à se multiplier en culture. Qu'en perçois-tu? Je perçois de la lumière, une très forte lumière, comme s'il y avait un canon lumineux qui permettait à ces cellules de proliférer, mais c'est un canon lumineux extérieur, comme si c'était une expérimentation. Mais une expérimentation isolée, fréquentiellement, et sur certains types de génétique. Autre chose? Non. Dans les cellules HeLa, ce sont des mutations cellulaires qui réactivent le gène de la télomérase, les rendant immortelles. Quelle est la relation entre ces mutations tumorales et l'immortalité? La quantité de lumière qui circule au niveau de ces cellules. Une trop forte prolifération va entraîner des dysfonctionnements locomoteurs. Si elles sont présentes en nombre supérieur par rapport à ce qui est possible dans un corps humain, ça entraîne une réinitialisation du système locomoteur et ça crée des perturbations au niveau du système nerveux, au niveau de l'acquisition des compétences. Et la fréquence de ces cellules est très forte, comme si la fréquence de ces cellules est là, dépassait les autres types de cellules du corps humain. Donc, il ne va plus vibrer qu'à la fréquence des cellules et là. Et l'harmonie dans le corps humain n'est pas respectée de cette manière. Comme le pH du corps. Il est trop acidifié. Pour que l'être humain puisse avoir un métabolisme équilibré. Autre chose? Non. D'accord. Nous en avons fini avec les questions imposées, donc je vais revenir sur tes réponses précédentes. Tu m'as parlé de multitude de brins d'ADN. Oui. Qui est ce qui était distinctif de ce que l'on voit habituellement. Tu peux m'en dire plus? Alors ça, c'est pour les humains qui vivent plus longtemps que les autres. Oui. Alors, il y a des génétiques particulières qui permettent également
d'avoir des brins d'ADN complémentaires aux brins d'ADN que les êtres humains peuvent avoir sur Terre actuellement. Ces génétiques sont hybridées. Hybridées sont des génétiques issues des royaux. Qui ont une plus grande résistance, une plus grande énergie, une plus grande vitalité. Et ce, quels que soient les paramètres de vie, c'est-à-dire la nourriture, la respiration, le stress, la fréquence de la Terre où l'être humain réside, la pollution, donc les conditions atmosphériques, sont des sujets peu sensibles aux variations de température et aux variations fréquentielles de la planète. D'accord. Est-ce que cette génétique est très présente sur Terre actuellement? Non. En Non, pourcentage non, de la... Oui. Oui, non, elle n'est pas très présente actuellement. En pourcentage de la population? 6%. D'accord. Est-ce que il y a un lieu géographique particulier? Alors, il y a des îles autour de la Méditerranée. Autour du périmètre au sud de la Turquie, dans tous ces pays. Un peu en France. Un peu dans certains pays anglo-saxons. Un peu en Amérique du Sud et un peu aux États-Unis. D'accord. Également en Papouasie. Certaines de ces génétiques sont libres, au sens expérimentées par des consciences libres. Oui. Quelle différence tu fais du coup entre les expérimentations non libres et les expérimentations libres de cette génétique? Les expérimentations libres permettent de facto de réguler les fréquences de la planète. D'accord, tu peux m'en dire plus? En émettant des intentions de joie, d'autonomisation. Ça encode autour de la planète des fréquences très fortes. De nature à... Oui. Oui. Est-ce que c'est de nature à influer sur la ligne temporelle? Alors ces fréquences sont très fortes. Et un petit nombre suffit pour faire bouger certains curseurs de cette ligne temporelle. Ça l'a déjà fait? Sur cette ligne temporelle, tu vois déjà une modification? Très légère. Très légère. D'accord. Et quelle intention perçois-tu à cette génétique hybridée? Des intentions de paix, des intentions vraiment d'apaisement, de calme. C'est comme si c'était la petite partie du yin, du yang. Ça va activer un petit peu l'action, mais l'adoucir en même temps. C'est comme un rouage dans un engrenage très apaisant, mais qui active l'engrenage.
tranquillement. Ça ne le stoppe pas. Ça permet d'apaiser. Quelle est l'origine de cette génétique? Une origine en connexion avec la création. La création de quoi? Des consciences. Création des consciences. Mais quelle conscience a créé cette génétique? Alors, j'ai le mot reptiloïde en réponse à ta question. D'accord. Et l'intention de la génétique est une augmentation des fréquences. Non. Une hausse fréquentielle. Oui, oui. D'accord. Est-ce que tu peux me donner plus d'éléments quand tu prononces les mots création des consciences? Si tu suis cette information-là. Oui, j'arrive sur des races avec les différents types de reptiloïdes présents depuis la nuit des temps, qui ont toujours gardé une connexion avec cette planète, toujours en connexion avec la gestion fréquentielle de l'émotionnel des êtres qui sont sur cette planète, la Terre. Et quand tu dis la nuit des temps, ça revient à la création du corps humain ou une autre type d'origine? Différent. Un mot que tu n'utilises pas sur cette planète. Quel Il est n'y a ce pas un mot? concept précis pour définir. D'accord. Alors si tu utilises plusieurs mots pour définir le concept? Il y aurait le mot prisme, le mot alignement planétaire. D'accord. Cette génétique était présente dès la création du corps humain? Non. Non, non, elle a évolué. Elle était cachée. Elle a été déclenchée. D'accord. Donc elle était présente mais déclenchée plus tard? C'est ça? C'est ça, c'est ça. Ok. Et c'est une génétique qui est propre au corps humain? Puisque manifestement ça dépasse le cadre du corps humain, si je te comprends bien. C'est une génétique qui est propre au corps humain terrestre. D'accord. Ok. Et aujourd'hui, elle est expérimentée par des interférents, puisqu'elle est beaucoup présente dans auprès de consciences interférées. Quelle est l'expérimentation qui passe à travers elle? Expérimenter la résistance de l'énergie vitale de l'être humain, avec tout type de paramètres environnementaux, comment l'énergie vitale va baisser en fonction du taux de pollution, en fonction du mode d'alimentation, en fonction de l'activité, du mouvement, de la respiration, en fonction du mode de pensée, du degré de stress. Tous les systèmes vont pouvoir être analysés. Et est-ce que cette génétique, même expérimentée par des consciences interférées,
permet d'élever les fréquences et, au niveau de la ligne temporelle, comme celle des consciences libres? Différemment, c'est une question d'intention. D'accord. Mais oui, c'est possible. Alors c'est possible, mais est-ce que là, ici et maintenant, quand tu observes, c'est le cas? C'est une question d'intention, de volonté, de puissance de la volonté également. C'est ce qui permet de déclencher tout ça. Des consciences? Oui. D'accord. Qui de toute façon choisissent cette expérimentation à travers l'interférence et qui donc peuvent agir également. C'est ça? Oui, oui, c'est ça. Ok. Tu m'as parlé également, tu m'as prononcé les mots direction, manager, supérieur. Tu peux m'en dire plus? Alors, ça s'impacte sur des fréquences humaines qui ont du charisme. À un niveau plus fin, c'est ce qui ressort de ces mots, le charisme. Par défaut, avec cette génétique, il y a beaucoup de charisme. Le charisme ne veut pas dire avoir un savoir, avoir une culture. C'est autre chose. C'est fédérer des êtres humains. D'accord. Et y a-t-il un type de fonction exercée par les corps humains qui se retrouve en majorité au sein de cette génétique? Une grande résistance à la vie. Plutôt une caractéristique qu'une fonction. D'accord. Tu m'as ensuite parlé de l'ADN poubelle, Oui. qui était en fait inférieur à 99% au sein des personnes qui vivent plus longtemps. Et tu as également évoqué des connexions à certains programmes. Peux-tu m'en dire davantage? Alors, il y a des sortes de microtubules pour activer les fréquences sur certains brins. Et en fonction des programmes, cela va faire expérimenter différents types de fréquences au niveau des systèmes sanguins, système respiratoire, système digestif de l'être humain, système nerveux également. D'accord. Et ce sont ces programmes qui font que l'ADN poubelle est un petit peu moins présent en pourcentage lorsqu'il y a ce type d'expérimentation. D'accord. J'aimerais que tu me dises ce que tu perçois quand tu observes l'ADN poubelle. C'est comme si c'était une sorte de miroir. Mais un miroir qui grossit et qui grossit les fréquences. À quoi sert-il? C'est un amplificateur. Ce n'est pas un réplicateur, c'est un amplificateur de ce qui est présent déjà au niveau de l'ADN. D'accord.
Et du coup, quel est l'impact d'un pourcentage plus faible d'ADN poubelle quand il est à 99, quand il est à 90%? Quel est l'impact? Non, quand c'est comme ça, il y a des programmes et l'amplification est moins forte. Mhm. Parce que les programmes prennent la place de cet ADN poubelle pour une partie qui peut être plus ou moins importante en fonction de ce qui est programmé. Est-ce que la libération d'une partie de cet ADN poubelle peut être déclenchée? Oui. De quelle façon? En libérant la conscience. Alors, quand tu dis libérant, tu peux me préciser ce que tu entends par libérer, ce que tu perçois comme libéré? La libération de la partie subliminale de la conscience dans cette ligne de temps et dans toutes ces lignes de temps. D'accord, donc ça réduit le pourcentage de l'ADN poubelle, c'est ça que tu me dis? C'est ça. Et du coup, quel est l'effet? Qu'est-ce que tu perçois comme effet le plus important? C'est instantané. Ça se libère instantanément. À combien de pourcentage ça se libère? 100%. Et ça impacte l'énergie vitale directement. Mais alors, quand tu regardes les génétiques de conscience dont les parties subliminales sont totalement libres, oui. l'ADN poubelle s'élève à combien de pourcentage? 0. 0. C'est pour ça que les capacités se déploient souvent pour les sessions? Oui. Ça en fait partie. C'est-à-dire? Il n'y a pas que ça hein, pour Oui. développer les capacités, mais c'est un des paramètres. D'accord. Oui. Ok. D'accord. Et tu vois d'autres effets de la libération de l'ADN poubelle? Non. Donc en fait, tu me dis que la présence de l'ADN poubelle résulte de l'interférence? Oui, tout à fait. D'accord. Alors, comment ça se fait que, à peu près, enfin, ça c'est la science, donc selon tes perceptions là maintenant, quel est le pourcentage d'ADN poubelle quand il y a interférence? 95%. 95? Ok. Oui. Pourquoi 95? Pour avoir une forte résonance au niveau de la génétique. Tu peux me préciser? Pour que toutes les capacités qui sont en connexion avec les génétiques ne soient pas libérées, elles ne puissent pas s'exprimer. C'est comme si c'était induit, caché. Surtout désactivé. Et en quoi la libération de la partie subliminale, d'une partie subliminale, on va dire, permet de libérer l'ADN poubelle? Par quel schéma ça passe? Par la libération de la génétique, en connexion avec cette partie subliminale. Est-ce qu'il faut oui, directement ou indirectement, s'il y a quelque chose qui est impacté sur sa ligne de temps. Un boost fréquentiel est-il nécessaire pour libérer cet ADN poubelle? Non. Non? D'accord. Donc ce n'est pas l'aspect boost fréquentiel de la libération qui génère la libération de l'ADN poubelle? Non. D'accord. C'est mécanique, c'est la partie subliminale qui décide de ça en fait? Qui le fait? C'est la vérification de la génétique à des niveaux très très fins de cette partie subliminale qui permettra de libérer cet ADN poubelle. D'accord, c'est intéressant. Tu m'as parlé également d'une spirale avec une fréquence douce, calme,
tu as évoqué le chiffre 8 et d'un ADN qui vibre à la fréquence de l'eau. Peux-tu m'en dire davantage? C'est la captation de l'infiniment grand, l'infiniment petit, où il n'y a pas de limitation proprement parler, à part notre concept de limitation. Tout communique avec tout. Tout est fréquence et tout est connexion du plus petit micromètre à la plus grande particule. Tout ce qui est ADN est vivant, communicant. Et capte tout ce qui est possible de capter. Et que perçois-tu par rapport à la fréquence de l'eau? C'est une fréquence harmonieuse qui réaccorde les cellules à tous les niveaux. D'accord. Tu m'as parlé ensuite de la télomérase, des télomères. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur la télomérase? Que perçois-tu? Plus il y a de télomères présents dans l'ADN, plus l'énergie vitale de l'être humain est forte, et plus son état émotionnel est fort. Et plus ces brins d'ADN sont résistants. La vitalité de la personne est très fortement liée à un ADN fréquentiellement élevé avec beaucoup de télomères. Et ça impacte directement sur l'état émotionnel. D'accord. Sur l'état émotionnel, mais pas que. Mais c'est principalement l'état émotionnel qui ressort, l'état mental également. Mais les émotions très basses vont également impacter tout le métabolisme de l'être humain, jusqu'à un niveau très très fin. Donc l'interférence par les fréquences émotionnelles basses qui sont favorisées va jouer sur les télomères? Oui, également. De quelle façon? Des influx fréquentiels bas vont jouer à tous les niveaux du corps de l'être humain, jusqu'à un niveau très très fin, c'est-à-dire celui des télomères. D'accord. Tu perçois un effet sur la durée de vie? Tout à fait, oui. Donc entre l'état des télomères et la durée de vie? Oui. Ok. Tu peux m'en dire un peu plus? Sur télomère, durée de vie?
c'est comme s'ils étaient oxydés, ils étaient grignotés, diminués, avec des émotions très très basses, sans possibilité de se régénérer. D'accord. Ça agit au niveau de la mitochondrie aussi, du coup? Ça agit à des niveaux très très fins du corps physique, mais pas simplement le corps physique. Toute l'énergie vitale de l'être humain, à tous les niveaux. Tu veux dire émotionnel, mental et autres? Oui, mais déjà principalement, l'impact principal, c'est la relation des fréquences basses des émotions à la dégradation des télomères, de la qualité des télomères. D'accord. Du coup, qu'est-ce que tu perçois dans la durée de vie, quel que soit le niveau, hein, pas forcément la durée de vie globale du corps, Oui. avec une vie entière passée justement avec des fréquences émotionnelles élevées? Oui. Qu'est-ce que tu perçois comme durée de vie? Alors je perçois aussi la qualité de l'hydratation. L'eau aussi est importante pour la durée de vie. L'impact des émotions va se répercuter sur tout ce qui est liquide à l'intérieur de l'être humain. Et une bonne hydratation est importante, avec une eau qui vibre avec de belles fréquences. Est-ce que c'est par le biais du rôle de véhicule de l'information de l'eau? Alors, l'eau qui vibre avec de belles fréquences va régénérer tout le système cellulaire, sanguin. Il y a une diffusion en fréquences à tous les niveaux de l'être humain. Ce n'est pas qu'une intention, c'est une fréquence, une fréquence qui est en connexion avec le taux d'oxygénation. Il y a différentes réactions chimiques à l'intérieur du corps qui se mettent en place et qui vont permettre une meilleure oxygénation à tous les niveaux du corps. Est-ce que l'oxygénation cellulaire est au centre du mécanisme du corps humain? C'est très important, oui. Quel est le facteur le plus important pour toi, selon tes perceptions? L'oxygénation et le mouvement harmonisent la vie. L'oxygénation et le mouvement, pas forcément de la respiration, mais le mouvement du corps sont très importants. D'accord. Un mouvement, si petit soit-il, permet également d'oxygéner le corps. D'accord. Le mouvement nourrit l'oxygénation. Oui. Tu m'as parlé également d'une lumière forte, d'un canon lumineux pour les cellules HeLa. Oui. Tu peux m'en dire plus?
C'est directement relié à un centre d'expérimentation qui D'accord. diffuse cette fréquence un petit peu partout sur la Terre. Donc, tu peux me définir cette fréquence? Je pourrais te dire laser vert, mais c'est pas une fréquence de laser vert, mais c'est une fréquence de laser. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Quels sont les effets? Ça va activer certaines zones cellulaires en permanence. Lesquels? Ça va beaucoup au niveau de la moelle épinière. Et ça génère quoi? C'est en expérimentation. Et quel est l'objectif de cette expérimentation? Pour voir comment un corps humain peut supporter une régénération automatique des cellules. D'accord. Et ça concerne sur toute la Terre? Est-ce que ça concerne tous les corps? Non, non. D'accord. Une toute petite partie. Un tout petit pourcentage. Certaines génétiques? Oui. C'est ce que tu m'avais dit. Quel type de génétique? Une génétique avec des fréquences particulières. Également une génétique classique, mais qui peut être activée par ce canon. Ça dépend du programme d'expérimentation sur la Terre. Ça dépend de ce qui a été prévu. Et au niveau cellulaire, qu'est-ce qui se passe dans cette expérimentation quand cette fréquence est comme ça envoyée pour tester certaines zones? Qu'est-ce que tu perçois au niveau cellulaire? Je perçois une agression. D'accord. Ça chauffe, c'est compliqué à vivre pour les corps qui expérimentent. Et ça se traduit par quoi dans le corps humain au fil du temps? La motricité est très compliquée. Motricité, d'accord. Et au niveau de la durée de vie des cellules, est-ce que tu perçois un impact? C'est compliqué pour le corps de gérer ces grappes de cellules. D'accord. C'est comme une sorte d'étouffement. Ça se traduit par des pathologies particulières? C'est particulièrement lié à l'appareil locomoteur. D'accord. Ok. D'accord. Bon, les questions sont terminées parce que le temps passe. Donc on va redescendre tranquillement. Caroline, déconnecte de tout et de tous maintenant. Déconnecte de tout et de tous. Oui. Je compte jusqu'à 3. 1. Tu commences à sentir ton corps, tu bouges tes pieds, tes mains. 2. Tu choisis la fréquence qui t'accompagnera au mieux.
pour le reste de la journée. Et 3, tu ouvres les yeux quand tu le souhaites. Il est revenu? Oui, merci. Ça marche. Bien, merci pour cette investigation. Et maintenant, je vais laisser la place à la vidéo de Calogero-Griffasi qui donnera des détails sur ce que seront les investigations. Et à bientôt à tous et à toutes. À bientôt. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento
di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide
a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una
alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.